bienvenue sur Sport and People News pour l'émission Tac au Tac. Président du groupe Alpha et du Paris FC, Monsieur Pierre Ferracci est l'invité exceptionnel de Sport and People News. Merci Monsieur Pierre Ferracci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Actuellement deuxième de Ligue 2, pensez-vous déjà à l'accession en Ligue 1 ? Comme tous les dirigeants de clubs de foot, je suis un peu superstitieux, donc il faut y penser parce que quand on est deuxième à la 26e journée, à 12 journées de la fin, ça serait stupide de ne pas envisager cette hypothèse, mais ça serait encore plus stupide de croire que c'est arrivé. On est encore 5 équipes dans le coup, pour les 5 premières places, mais aussi pour les 2 premières qui donnent droit à l'accession directe. Donc on va rester le cap sur nos ambitions, mais sans tomber dans l'euphorie qui peut être dommageable si on se prend au jeu. Donc convaincu qu'on peut y arriver, mais le chemin est encore long, il reste le tiers du championnat en gros à franchir. Alors, à l'image de Londres, Madrid ou encore Milan, toutes les grandes villes européennes ont plusieurs clubs de football en première division. La France est le seul pays à en avoir qu'un seul. Comment l'expliquez-vous ? La France, à Paris, à Lyon et à Marseille, pour prendre 3 grandes villes, il n'y a que dans chacune de ces villes qu'un club au plus haut niveau. C'est compliqué. Je pense que d'abord la France c'est un peu moins un pays de sport et de foot que certains pays voisins. Il y a moins d'engouement, sauf quand on gagne la Coupe du Monde ou quand un club s'approche de la finale de la Ligue des Champions. Ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est qu'à Paris en tout cas, je ne me prononce pas pour Lyon et Marseille, le PSG écrase tout au bon sens du terme depuis 40 ans. Et encore plus depuis une dizaine d'années, depuis que l'État qatari en a pris le contrôle. Donc il y a à la fois un club très puissant et à côté un football francilien qui est très divisé. Il y a beaucoup de clubs, et de clubs de qualité, en National 3, en National 2, en National. En Ligue 2, on était encore 3 il y a quelques années, il y avait le Red Star et Créteil avec nous. Donc le football francilien est divisé et en même temps il y a un poids lourd à côté qui est un des plus grands clubs de la planète aujourd'hui, avec un budget dont on sait qu'il est énorme. Et donc c'est difficile d'exister à côté de lui et dans le football francilien. Bon, ça fait 50 ans que tout le monde en parle, ou près de 50 ans que tout le monde en parle, et on n'y est pas. Ça existait à une époque, où le football n'avait pas la dimension économique qu'il a aujourd'hui. Nous, je pense qu'on est en train d'y arriver avec un projet qui a pris du temps, qui a commencé d'ailleurs par les structures de jeunes, les équipes de jeunes, qui a construit aussi un club avec des hommes et des femmes, puisqu'on est en division 1, on dit toujours la division 1 chez les femmes, mais on est en 3e position derrière les 2 grands clubs que sont Lyon et le PSG. Et je crois qu'on va y arriver. Je ne sais pas si ça sera cette année, mais en tout cas on est parti pour y arriver, parce qu'on a fait les investissements qu'il faut autour de l'élément essentiel pour moi du projet du club, qui est la qualité de sa formation. Et on voit bien que la qualité de cette formation, elle commence à prospérer à la fois dans les équipes de France de jeunes, chez les filles comme chez les garçons, mais aussi sur le terrain des équipes premières. Il y a beaucoup de jeunes qui jouent avec l'équipe de D1 féminine, avec l'équipe de Ligue 2 chez les hommes. Il y a quelques jours, quand on affrontait Auxerre, on avait 4 ou 5 jeunes de 17, 18 et 19 ans sur le terrain à la fin de la partie. Donc cet élément du projet est essentiel, et c'est parce qu'on a construit ça que ça a pris du temps. Je n'ai pas fait le pari de tout jouer sur l'équipe première. Certains l'ont fait, parfois ils ont réussi, parfois ils s'en sont mordus les doigts. Nous aujourd'hui on a 6 équipes au niveau national, 2 chez les filles, 4 chez les garçons, et je crois que la force du club aujourd'hui elle est là. L'accession en Ligue 1, ça sera bien entendu un plus tout à fait important, financièrement, économiquement et puis en termes d'image. Parce qu'à Paris, pour les raisons que j'ai évoquées, en national on n'existe pas, en Ligue 2 on commence un peu à exister. On n'existera vraiment qu'en Ligue 1, et pas seulement parce qu'il y aura les derbies avec le PSG, parce que c'est l'élite du football français, et la différence entre la Ligue 1 et le reste est très très importante, beaucoup plus qu'entre la Ligue 2 et le national. Donc voilà, c'est un long chemin, et c'est pour ça que, contrairement à d'autres capitales européennes, pas seulement des capitales, des grandes villes européennes, Milan, Turin, Barcelone, Porto, Valence, Séville, il y a plusieurs clubs, parfois 2, parfois même 3. Mais à Paris, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il n'y en a qu'une en Ligue 1. La Ligue 2 fait quand même déjà partie de l'élite du football français, mais il n'y en a qu'une en Ligue 1. On va essayer de combler la différence qui nous sépare de ces grandes villes européennes. Alors le 12 janvier dernier, lors de la table ronde Redonner envie d'avoir envie d'une marque, organisée par le BPI France, vous avez annoncé vos futurs partenariats. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
Alors, on avait déjà fait rentrer dans le capital du club, de façon minoritaire, un fonds souverain du Bahreïn, à hauteur de 20%, et puis des capitaux sri-lankais et indiens, qui sont déjà investis dans le sport en France, dans le tennis. Et j'ai en plus eu la chance d'accompagner ces entrées au capital du club par des apports de sponsoring, soit venant des investisseurs eux-mêmes, soit venant d'entreprises amies qui sont dans le giron de ces investisseurs. Donc la troisième partie que j'avais annoncée effectivement à l'événement de BPI France, c'était l'arrivée d'un nouvel investisseur étranger. Ce sont des Arméniens, donc ils vont prendre 10% du capital, et qui vont eux-mêmes amener, on va l'annoncer dans quelques jours, un sponsor arménien qui est dans la sphère des jeux, concurrent de la Française des Jeux, de Winamax, de Betclic. C'est en vogue aujourd'hui, déjà présent dans un club de Ligue 1. Donc je ne vais pas annoncer le nom du sponsor, mais certains vont le deviner. Donc j'ai aujourd'hui 3 investisseurs étrangers qui sont minoritaires, parce que j'ai annoncé depuis un moment que je souhaitais, et en tout cas je vais tout faire pour garder ce cap-là, que la majorité du capital reste dans des mains nationales et régionales. Et la prochaine étape, la 4e étape, ce sera de faire entrer des investisseurs français et même franciliens pour m'accompagner dans le développement du club, parce qu'il a encore besoin de ressources à la fois en capitaux et dans les fonds propres du club, et puis aussi en sponsors. Donc l'objectif est, au moment peut-être de l'accession en Ligue 1 si elle se fait cette année, ou avant l'accession en Ligue 1 si elle se fait un peu plus tard, on ait un nouveau tour de table qui permette de renforcer les fonds propres du club et sa solidité financière. Alors, président du groupe Alpha et du Paris FC, gère-t-on une entreprise comme un club de football ? Disons que c'est une entreprise d'un type très particulier, et je fais en permanence la comparaison avec ce que je connais depuis quelques décennies dans le groupe Alpha, et puis ce que je connais depuis moins longtemps avec le Paris FC. C'est une entreprise d'un type particulier parce qu'il y a une dimension où la rationalité économique est moins présente que dans des entreprises classiques. Elle est présente, et il faut qu'elle soit présente, mais les aléas des résultats sportifs sont très forts. Et parfois, on peut avoir un gros budget et se tromper, et se planter. Et puis parfois, on peut avoir un budget plus modeste et y arriver. Clermont, que je cite en exemple, qui a grimpé en Ligue 1, n'avait pas le budget le plus important de la Ligue 2. Et Toulouse, qui avait le plus gros budget, en tout cas l'an dernier, a loupé la marche. J'espère pour eux qu'ils vont y arriver dans les années qui viennent. Mais donc voilà, il y a cet aléa sportif qui pèse lourd et qui fait qu'on est obligé d'intégrer dans le management et dans la gestion de cette entreprise. Mais par ailleurs, il y a tout un tas d'ingrédients qu'on retrouve dans n'importe quelle entreprise. Il faut s'entourer de compétences de qualité, mettre les bonnes personnes aux bons endroits, avoir un management qui fédère le club et qui l'entraîne vers le haut quand on veut avoir des ambitions élevées. Donc il y a beaucoup de points de ressemblance. Le recrutement de consultants ou de footballeurs, il obéit aux mêmes règles rigoureuses. Comment on évalue les compétences d'un footballeur ou d'un consultant, mais on connaît les caractéristiques des métiers, et après il ne faut pas se tromper, et il faut avoir des méthodes bien rodées. Donc il y a tout un tas de choses qui me permettent d'appliquer au Paris FC ce que j'ai fait dans le groupe Alpha, et puis il y a des différences qui sont liées à la nature sportive de ce projet. J'ai vu quelque part que vous étiez aussi un très grand sportif, vous pratiquez la plongée sous-marine. La chasse sous-marine plus précisément, c'est-à-dire l'apnée plutôt que la plongée avec bouteille, depuis que je suis tout petit, depuis l'âge de 10 ans en Corse, dans mon territoire que j'adore par ailleurs. Oui, ça permet d'abord de voir le monde sous-marin d'une façon qui est toujours très agréable, et puis d'aller pêcher du poisson en choisissant le poisson qu'on pêche, ce qui n'est pas le cas de toutes les autres pêches où on pêche un peu à l'aveugle. Quand il y a des opposants à la chasse sous-marine, comme à la chasse tout court d'ailleurs, je dis simplement que l'avantage dans la chasse, c'est qu'on choisit ce qu'on prend, contrairement à d'autres formes de pêche où on tire sur tout ce qui bouge et parfois avec des dégâts écologiques beaucoup plus importants. Donc oui, et puis j'ai joué au foot quand j'étais jeune, et puis j'essaie encore de maintenir une activité sportive parce que le sport devrait faire partie de la vie de tous nos citoyens, à la fois pour des raisons de santé et puis pour des raisons d'épanouissement. L'émulation, la compétition, la vraie concurrence noble, ça passe par le sport et ça développe des valeurs auxquelles j'ai toujours cru et je crois toujours aujourd'hui pour les petits-enfants, filles et garçons, comme pour les adultes. Et durant votre jeunesse, vous aviez des sportifs modèles ? J'ai eu des idoles comme tout le monde. J'adorais Jacques Anquetil dans le cyclisme,
parce que c'était à la fois dans la bataille entre Poulidor et Anquetil. J'étais pro Anquetil à l'époque où on s'écharpait, y compris dans la famille, parce qu'il y avait aussi des supporters de Poulidor. Et puis dans le football, j'ai adoré un joueur qui a été vilipendé de façon assez détestable de mon point de vue, qui était Ginola à l'époque au PSG, qui était un superbe joueur, à la fois très élégant et surtout très doué techniquement, puis avec une très belle personnalité d'ailleurs, je trouve. Et puis on connaît le petit problème qu'il a eu au moment où on s'est fait éliminer de la Coupe du Monde. On a oublié à ce moment-là que le football, comme beaucoup de sports, est un sport collectif. Et que quand on gagne ensemble, et quand on perd ensemble. Bien sûr, il y a toujours des défaillances individuelles, mais montrer du doigt quelqu'un... je revois la scène en plus, parce que j'assiste devant la télévision et pas au Parc des Princes à ce match. Bien sûr qu'il fait une erreur, mais il y en a d'autres qui en font derrière. Il n'est pas le seul à la faire. Et je trouve assez détestable la façon dont il a été traité, parce que ça l'a suivi pendant un temps, et c'est un peu dommage. Et puis j'ai adoré Platini, même si j'ai regretté ensuite les petits problèmes qu'il a eus, parce que pour moi, même si Zidane est un footballeur d'exception, Platini pour moi c'était aussi une façon de jouer au football que j'adorais, quoi. À la fois très technique et en même temps avec une volonté de gagner qui transpire depuis ce moment-là d'ailleurs dans toutes les équipes de France et dans bon nombre de clubs français dont on avait besoin, parce que à cette époque-là, quand on a traversé le désert, et il fallait aussi des footballeurs comme lui pour que le football soit plus apprécié par les citoyens de France. Des vrais meneurs de jeu. Un vrai meneur de jeu, un vrai leader qui avait une aura sur le terrain et en dehors du terrain. Et bon, voilà, comme il y en a aussi aujourd'hui, comme Zidane en a aussi, comme Deschamps en avait comme joueur et qu'il en a aussi comme entraîneur de l'équipe de France aujourd'hui. Ben, le sport a besoin de leaders, comme les entreprises, comme les associations, comme les syndicats ont besoin de leaders, qui étouffent pas le collectif, mais qui rassemblent et qui fédèrent le collectif. Et ça, j'y crois. Et le sport peut être un catalyseur de toutes ces valeurs dont la société a besoin, dans toutes ces dimensions. Et le sport permet d'abord de les exposer au grand public et de faire rêver, et à partir de là, de faire mieux adhérer à ces valeurs un peu exceptionnelles que beaucoup de citoyens peuvent accrocher. C'est pas lié à une élite seulement, hein. C'est des valeurs de dépassement de soi, c'est des valeurs d'entraînement collectif et pas simplement de jeu individuel. Et le sport, c'est ça pour moi. Et la société, ça devrait être ça. Ça devrait fédérer davantage que ça devrait diviser et opposer. Et malheureusement, aujourd'hui, on a une société qui est très, très éclatée, très fracassée, très, très dispersée. Et il faut la rassembler chaque fois qu'on le peut, ce qui n'empêche pas le débat, ce qui n'empêche pas la différence. Sur le terrain, il y a beaucoup de différences entre les joueurs et les joueuses. Mais au final, il faut fédérer une équipe, et là-dessus, le sport donne des éléments utiles pour l'ensemble de la société, pour l'ensemble des citoyens. C'est vrai. Alors, vous êtes le fils d'un responsable du Parti communiste corse et d'une mère syndicaliste enseignante. Et aujourd'hui, vous êtes le spécialiste des relations sociales. Quelque part, vos parents ont influencé votre parcours? Ah ben, mes parents m'ont donné le goût de considérer que dans ma vie professionnelle comme dans ma vie tout court, la plus grande des batailles à mener, c'était la lutte contre les inégalités sociales et contre la pauvreté. Et même si j'ai suivi un chemin un peu différent du leur, je crois que ça continue à m'accompagner. Aujourd'hui, il y a des pandémies, il faut protéger la planète, mais je crois que la mère de toutes les batailles, ça reste la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Bien sûr qu'il faut protéger la planète, il faut qu'on vive mieux dans une planète qui est plus sécurisée, où la nature est protégée. Enfin, si les gens n'ont pas de pouvoir d'achat et n'ont pas d'emploi, la protection de la planète, ça ne servira pas à grand-chose. Donc je pense que l'objectif premier, il est là, il est que les hommes vivent mieux ensemble, et pour ça il faut qu'il y ait moins d'inégalités. Et à partir de là, qu'ils s'entendent pour que l'économie tourne bien, mais que la planète vive mieux aussi et qu'elle soit moins polluée à la fois par tout un tas de choses qu'on fait mal les uns et les autres, hein, au niveau individuel ou au niveau collectif. Il y a des entreprises qui doivent aujourd'hui se calmer. Donc voilà, ils m'ont inculqué ces valeurs-là, à ma sœur comme à moi, et j'essaie de les inculquer à mes enfants. Et j'essaie de les inculquer aussi dans la vie professionnelle, aussi bien dans le football que dans ma vie professionnelle dans le groupe Alpha. Parce que c'est une bataille qui n'est pas facile. On voit bien que
les inégalités, malheureusement, elles se creusent plutôt qu'elles ne se réduisent. Et puis, ils m'ont inculqué autre chose, c'est que tout se joue, parce qu'ils étaient instituteurs ou professeurs des écoles, que tout se joue aussi dans la petite enfance, dans la vie tout court et dans le sport aussi. Et dans le football, les plus belles aventures se décident dès le plus jeune âge. Et moi, quand je vois, comme je l'ai vu le 17 décembre, au moment des incidents qui ont marqué notre match contre l'Olympique de Lyon, un jeune gamin qui était à côté de moi samedi dernier parce qu'il avait été très choqué par les violences pendant le match et sa mère l'avait été encore plus. Je l'ai invité pour lui montrer que le sport, et samedi c'était un beau match, qu'on a gagné en plus, enfin, même si on avait perdu, ça restait un beau match contre Sochaux. J'étais ravi de l'avoir à mes côtés parce qu'il a 10 ans et puis il aime le foot et il a vu que le foot c'était autre chose. 2 mois après, il a vu que le foot ça devait rassembler. C'était une compétition, Sochaux voulait gagner, on voulait gagner, mais à l'arrivée, il n'y a pas eu d'affrontement entre les joueurs de Paris et les joueurs de Sochaux, ni entre les supporters de Sochaux et les supporters de Paris. Donc les gamins, il faut y penser tout le temps, dans le sport comme dans la société, et savoir que leur éducation, elle se fait au travers de ces moments importants. Bien sûr qu'ils sont contents de fêter la victoire de la Coupe du Monde quand on la gagne, mais il est important aussi de les aider à dépasser ces moments plus difficiles quand il y en a. Il y en a dans le sport, la violence malheureusement ça existe et il faut que ça disparaisse, et c'est un combat permanent, le racisme ça existe aussi. Donc ce que m'ont inculqué mes parents c'est aussi ça, quoi. C'est se battre parce que c'est une forme de discrimination, que cette violence-là, et ils m'ont inculqué aussi cette idée qu'il fallait accompagner les enfants dans leur construction de citoyens dès le plus jeune âge. Je trouve que le sport et le football en particulier servent aussi à ça. D'où l'importance de la transmission. Oui, la transmission à tout point de vue, la transmission des valeurs. Et des valeurs au sens culturel du terme, plus qu'au sens économique. Il faut aussi assurer la transmission des entreprises et des clubs de football en particulier, faire en sorte que l'aventure continue, on n'est que de passage, nous, après nous. Un club de football, moi ce qui me plaît, j'espère que le Paris FC, qui a fêté ses 50 ans il y a 2 ans, vivra très longtemps. Ce qui me plaît, c'est les clubs qui ont un siècle, ou pas loin d'un siècle, ou plus d'un siècle, et qui ont une histoire un peu dans la société, qui marque la société, quoi, et qui ont des valeurs qu'ils portent. C'est peut-être un peu plus difficile aujourd'hui de porter ces valeurs parce que l'argent étouffe un peu tout, mais il y en a qui arrivent et il faut les copier, en tout cas s'inspirer de ce qu'ils font pour construire des projets dans ce secteur-là. Alors, au regard de l'expérience que vous avez, quel conseil donneriez-vous au jeune Pierre Ferracci qui débute dans la vie active et désire se lancer dans le monde entrepreneurial ? D'avoir le goût du risque, mais du risque maîtrisé. Mais j'aime pas, et la société là-dessus est parfois un peu inquiétante, j'aime pas toutes ces formes de précaution, d'assistanat, de frilosité qui font qu'on ne donne plus leur chance aux jeunes, on leur fait plus confiance, on n'admet plus l'erreur. Pour avancer, il faut se tromper. Moi, je me suis trompé dans la vie. Je me suis trompé dans le groupe Alpha, je me suis trompé au Paris FC. Le problème, c'est de dépasser ces erreurs et de ne pas les reproduire systématiquement. Mais pour ça, il faut accepter qu'on se trompe. Et un bon entraîneur accepte de se tromper, un bon président accepte de se tromper, et puis crée les conditions pour éviter de le reproduire trop souvent, parce que là, ça peut conduire au fiasco. Et moi, je n'aime pas cette société, ou en tout cas cette partie de la société, parce qu'heureusement, il y a encore beaucoup de gens qui pensent comme moi, et notamment beaucoup de jeunes. Il faut qu'on ait le goût du risque, pas pour aller n'importe où, n'importe comment, en faisant n'importe quoi, et en n'écoutant pas les anciens d'ailleurs. Moi, ce que j'ai fait souvent, écouter les anciens, c'est utile, pas pour les copier, mais pour en tout cas s'inspirer de ce qu'ils ont fait. Donc le conseil que je donnerais au jeune Pierre Ferracci, mais je crois que ça c'est peut-être aussi mes parents qui m'ont fait confiance, c'est ce goût de la liberté, ce goût de l'indépendance, ce goût du risque. Après, il faut maîtriser la liberté, il ne faut pas qu'elle s'oppose à celle des autres. L'indépendance, il ne faut pas non plus qu'on oublie tous ceux qui sont autour. L'indépendance, ce n'est pas la négation de l'autre. Et puis, c'est pour ça que l'autonomie est parfois plus importante que l'indépendance elle-même. Je parle de l'indépendance d'esprit, penser par soi-même. Et puis, le goût du risque. Voilà. Le goût du risque, c'est pour moi cette capacité à innover, à faire des essais, et puis cette capacité à accepter qu'on va se tromper, qu'on peut se tromper, puis rebondir sur un échec, c'est parfois aussi important que rebondir sur un succès. Je ne
sais pas qui disait je ne perds jamais, je gagne ou j'avance. Ben voilà, quand on perd, il faut en tirer des leçons et continuer à avancer. Donc voilà ce que je lui dirais, et ce que je dis à mes enfants aujourd'hui. Je crois qu'ils ont entendu le message dans des sphères assez différentes. Prendre sa vie en charge, quoi. Alors après, il y en a qu'il faut accompagner parce qu'ils n'ont pas les mêmes ressources, les mêmes moyens, les mêmes moyens économiques aussi pour prendre ces risques-là. Quand on est pauvre et quand on n'est pas tout à fait aussi bien doté que son copain d'à côté, ben, il ne faut pas hésiter pour la société à aider ceux qui en ont besoin, mais les aider à prendre leur autonomie, à prendre leur liberté, à prendre leur indépendance. Et créer une entreprise, c'est pas réservé à des gens qui sont super diplômés. Il y a plein de gens aujourd'hui qui sont partis de rien. Enfin, quand je dis partis de rien, d'ailleurs, la formule me gêne un peu. Ils sont partis d'un bagage culturel qui était le leur. Ils n'ont pas forcément beaucoup de diplômes, mais ils avaient une idée, ils avaient une volonté de se développer, de créer, d'apporter quelque chose de nouveau à leur entourage, à leur environnement, à la société. Ils ont réussi, il y en a plein comme ça, et il faut les mettre en valeur. Et la société de demain, c'est celle-là, c'est celle qui donne beaucoup d'égalité des chances au départ. Il faudrait que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Alors c'est difficile ce que j'évoque, hein. C'est un graal que malheureusement on atteint que très difficilement. Et puis après, laisser s'exprimer la liberté des uns et des autres. Certains iront plus loin que d'autres, mais en tout cas au départ, il faudrait que tout le monde soit doté du même patrimoine culturel, intellectuel. C'est pour ça que l'école, encore une fois je disais tout à l'heure, j'avais des parents instituteurs et professeurs des écoles, l'école est décisive. C'est quand on est tout petit qu'il est le plus facile d'inculquer ses valeurs et de donner ce goût, cet appétit au développement de soi, à la liberté, à l'indépendance de pensée, mais en même temps à cette idée de fédérer les gens autour d'un projet. Une entreprise, c'est ça. Hein. Être entrepreneur, c'est être en capacité de rassembler des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, autour d'une belle idée qui fait que la vie est meilleure avec cette entreprise. On crée des outils, des produits, des prestations qui sont utiles pour la société. Voilà les conseils que je lui donnerais. De faire encore mieux que ce que j'ai fait jusqu'à présent, même si j'ai pris beaucoup de plaisir à faire le groupe Alpha avec d'autres et puis le Paris FC avec d'autres aussi. C'est deux beaux projets qui se complètent dans ma vie. Et justement, votre entourage familial, il a quel regard sur votre carrière ? Sentiment de fierté ou... Oui, bien sûr. Dans la famille, on est fier de ce que je fais, mais comme je suis fier, moi, de mes enfants, de ce qu'ils font, de mes parents, de ma sœur, de ma nièce. Elles sont toutes dans l'enseignement d'ailleurs. Elles font un métier difficile, un métier passionnant, parce que une bonne partie de ma famille est dans l'enseignement. Donc moi, j'ai failli y être aussi d'ailleurs. Donc on est fier de ce qu'on fait, on est lucide. Hein. Parfois aussi, on se parle de nos erreurs, de nos échecs, mais on a, comme beaucoup en Corse, on a des structures familiales qui sont solides et qui sont très solidaires. Donc voilà, on discute des uns et des autres. Alors je suis un peu plus sur le devant de la scène qu'elle, parce que le groupe Alpha, comme le club d'ailleurs, sur des terrains un peu différents, m'amène à être dans les médias, mais je suis aussi fier d'elle ou d'eux qu'elles peuvent l'être de moi, quoi. On est fiers et puis on se charrie aussi, et puis on a des discussions parfois animées sur le plan politique, parce qu'on ne pense pas tous la même chose, et c'est très bien aussi comme ça, mais on respecte les points de vue des uns et des autres. Pour revenir à mes parents, je l'ai peut-être oublié, ce que m'a apporté mon père, ma mère aussi d'ailleurs, mais mon père était plus engagé dans la vie politique, il était communiste, c'est la tolérance, et la tolérance envers ses adversaires politiques. Il avait un infini respect, sauf quelques extrémistes qu'il ne pouvait pas voir en peinture, mais il avait un infini respect pour ses adversaires politiques, et je crois qu'il lui rendait bien. Il était plutôt à gauche, et même très à gauche, mais il était très respecté à droite, et pour moi, ça c'est une vertu cardinale aussi. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, c'est même une exigence que de ne pas l'être bêtement et d'être des moutons, mais on doit respecter son adversaire politique, et moi, il y a des extrêmes que je n'aime pas, parce qu'ils sont intolérants, sectaires, et parfois un peu plus que ça, mais après, qu'on soit à droite ou à gauche, ou en même temps à droite et à gauche, je pense qu'il faut tolérer au bon sens du terme, au sens profond, écouter, accepter, puis débattre, puis essayer d'imposer son point de vue par la persuasion, par la séduction, par les arguments. Mais la tolérance est un élément essentiel qui manque dans la société d'aujourd'hui. Et je crois que la force du groupe Alpha, d'ailleurs, dans le métier un peu compliqué qu'il fait, sur des terrains difficiles où il y a des restructurations, des suppressions d'emplois, c'est aussi de rapprocher les points de vue.
entre des dirigeants d'entreprise et des syndicats, entre des salariés et des managers, entre les pouvoirs publics et des intérêts privés. Et c'est pas facile, mais trouver des compromis équilibrés, exigeants. Hein. Le compromis, c'est pas un consensus mou où tout le monde est d'accord sur le plus petit dénominateur commun, mais un compromis exigeant, équilibré et éclairé. C'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que c'est là qu'on fait avancer la société. Chacun fait un effort pour aller au-devant de l'autre. Il ne défend pas tout ce qu'il peut défendre. Il abandonne certaines de ses revendications et de ses aspirations pour trouver l'équilibre avec celui qui est en face de lui. Ça, pour moi, ça devrait être la vraie vie en société. La société se porterait mieux s'il y avait plus de tolérance et plus de recherche de compromis au sens noble du terme. Le compromis, ce n'est pas une compromission, c'est une façon de respecter autrui et d'écouter ce qu'il dit et de faire un pas vers l'autre et d'attendre que l'autre fasse un pas vers soi. Et là, on peut trouver des solutions satisfaisantes. Ben ça, mes parents me l'ont aussi appris et mon père avait des engagements et ma mère aussi très fermes, hein, très passionnés, mais avec le respect de ceux qui étaient en face d'eux et qui ne partageaient pas les mêmes idées. Et ça m'a guidé, ça a guidé ma sœur également, ça a guidé, je pense, aussi mes enfants et ça guidera peut-être aussi mes petits-enfants demain. Alors, récemment, vous avez appelé les candidats à l'élection présidentielle à s'engager sur la question des salaires, notamment sur le salaire minimum. Notre société doit-elle davantage valoriser l'humain et retrouver de son humanité ? Je crois que la société a besoin de se remettre en cause sur toute la planète, hein, pas simplement en France. Enfin, occupons-nous du territoire dont on a tous en tant que citoyens un petit peu la charge, hein, même s'il y a des politiques qui sont là pour nous représenter. J'évoquais tout à l'heure la protection de la planète, ça c'est une exigence au quotidien de tout le monde, des politiques, des entreprises, des citoyens. Mais il y a aussi un partage des valeurs à mieux opérer aujourd'hui. Je défends l'entreprise, puisque je suis un entrepreneur, mais je pense que dans l'entreprise, il doit y avoir de meilleurs équilibres entre les salaires et les profits. On a eu ces derniers temps, avec une mondialisation un peu débridée, des exigences de rentabilité excessives dans bon nombre de secteurs, pas dans tous, mais dans bon nombre de secteurs, qui ont écrasé le collectif de travail. Alors sur le terrain du pouvoir d'achat, et moi je suis heureux que la question revienne à l'ordre du jour aujourd'hui, surtout après une pandémie qui a marqué quand même un petit peu les foules, sur le terrain du pouvoir d'achat, mais aussi sur le terrain du partage de l'emploi. Il y a trop de chômeurs encore en France, même si le taux a baissé ces derniers temps. Donc la question du pouvoir d'achat, pour moi, elle est essentielle, mais un pouvoir d'achat durable, c'est-à-dire un partage de la valeur créée par les entreprises, par la société, qui soit plus équilibré. Un rapprochement des rémunérations. Il y a trop d'excès par le haut, et malheureusement, il y a trop d'excès en bas aussi, où des gens n'ont pas les moyens de vivre correctement. Donc ça, c'est pour moi, qu'on soit de gauche ou de droite, ça devrait être une bataille permanente. Elle n'est pas toujours facile, hein, parce qu'il y a la concurrence que certains imposent, il y a des entreprises qui font n'importe quoi, il y a des sociétés, des politiques aussi qui font n'importe quoi sur la planète, mais ça doit être une exigence quotidienne et j'ai l'impression que ça vient dans notre société, encore insuffisamment, mais ça vient. C'est en ça que je disais tout à l'heure, oui, il faut protéger la planète, mais une planète avec des individus trop pauvres ou qui n'ont pas d'emploi, peut-être que la nature sera mieux protégée, mais on ne vivra pas mieux parce qu'il y aura trop d'inégalités. Donc le pouvoir d'achat, pour moi, c'est un élément de la correction des inégalités. Il y en a d'autres. Hein. Il faut qu'il y ait moins de chômeurs, il faut qu'il y ait plus d'accès facilité à la culture, pour la culture, l'éducation. Donc oui, il faut que l'humain soit au centre de toutes nos actions, et dans les entreprises en particulier, puisque c'est là qu'on crée aussi de la richesse, mais dans les services publics, dans la société en général. Il faut qu'on n'oublie pas qu'on est des êtres humains et qu'il faut qu'il y ait un peu plus de solidarité, de liberté et d'égalité. C'est au fronton de la République, mais c'est parfois un peu oublié dans la pratique quotidienne. Il faut qu'on retrouve les exigences de la Révolution de 89, qui était d'abord une exigence d'égalité, de solidarité, mais de liberté aussi. Il ne faut pas qu'on oublie l'un des trois termes, quoi. Ils sont aussi importants les uns que les autres. Alors, en cette période de politique internationale difficile, le sport, et plus précisément le football, peut-il avoir un rôle pour améliorer la situation ? Le football le sport et le football sont des éléments fédérateurs, mais en même temps, ils ne sont pas étrangers aux problèmes qui secouent la société. Bon, là, on a vu les sanctions qui viennent d'être prises contre la Russie à la suite de l'invasion de l'Ukraine. Bon, je pense qu'elles sont justifiées, prises par l'UEFA et par la FIFA et par d'autres fédérations.
J'espère que le sport sera quand même un élément de dépassement de ces conflits armés et sanguinaires, hein, et qu'il rapprochera les peuples. Mais parfois le sport est aussi utilisé comme élément de pouvoir par des régimes despotiques ou dictatoriaux. Moi, la Russie est un pays que j'aime beaucoup, parce que c'est un pays où il y a eu des grands écrivains, de grands musiciens, et puis qui a fait avancer beaucoup de choses, même si le régime qui a été mis en place pendant des années n'était pas opportun. Ben, j'espère qu'on dépassera le conflit entre la Russie et l'Ukraine et que l'Europe, la France joueront un rôle pour ramener les Russes et les Ukrainiens à la table des négociations. Et si le sport peut y aider à un moment ou à un autre, j'en serais ravi. Après, quand je dis le sport ne peut pas être étranger à ce qui se passe dans la société, ben voilà, de temps en temps, il est obligé de sanctionner des pratiques qui ne sont pas défendables. S'il peut permettre demain, s'il peut contribuer en tout cas à dépasser ces affrontements, j'en serais ravi. Mais de temps en temps, il doit aussi prendre sa part des sanctions qui sont définies au niveau international. Et c'est là qu'on voit que je dis toujours que le sport est le miroir un peu exacerbé de la société, avec les plus belles choses que la société accompagne, et puis en même temps les pires. Le sport, c'est à la fois le dépassement de soi, l'émulation, le respect de l'adversaire, mais c'est malheureusement aussi parfois la violence, la corruption, la tricherie. Donc il faut que les qualités l'emportent sur les défauts, et donc il ne peut pas ignorer ce qui se passe dans la société parce qu'il en fait partie, et quand la société dérive, il dérive, et quand le sport dérive, la société dérive un peu plus. Donc il faut qu'il prenne sa part des combats les plus vertueux, et quand il y a des choses qui ne se passent pas bien sur la planète, il faut qu'il réfléchisse à la façon de corriger le tir et d'apporter sa part aux objectifs ambitieux qu'on se fixe. D'où l'importance de remettre l'humain au cœur des choses. Ben, bien sûr. C'est le point le plus important. Oui, tout à fait. Vous auriez pu être président de la République. Non, vous avez un discours très très humain. Et même dans les exemples que il y a vous plein citez, de citoyens qui pourraient être président de la République. Président de la République, c'est quelqu'un qui fait le choix d'entrer en politique. C'est un sacerdoce, c'est une fonction très difficile. Moi, j'ai toujours respecté la fonction de président, y compris quand elle était assumée par des gens dont je ne partageais pas les idées. Hein. Et voilà, c'est quelque chose qu'il faut veiller à ne pas dénaturer. C'est difficile de mettre les Français d'accord. C'est un peuple qui est latin, fondamentalement, dans sa culture. Et les latins, ils aiment bien la polémique, la dispute, l'affrontement. Puis de temps en temps, ils se rassemblent autour du sport, autour de grandes ambitions nationales, économiques ou industrielles, ou quand il y a une guerre, là on retrouve l'unité nationale. Le président de la République, il est là pour faire ça, et puis moi c'est quelque chose que je respecte beaucoup. Encore une fois, il est trop facile de les critiquer, et encore une fois, il m'arrive de les critiquer tout tant qu'ils sont, qu'ils soient de gauche ou de droite, qu'ils soient du camp auquel j'appartiens, même si les camps sont un peu plus flous aujourd'hui. Mais il faut respecter la fonction parce qu'on a besoin aussi de sécurité en matière institutionnelle, et nos institutions sont solides et pour aller davantage, hein, elles ne sont pas figées éternellement. Mais le président de la République en fait partie, et aujourd'hui il a une partition difficile à jouer puisque le conflit est aux portes de l'Europe, et la France a bien évidemment un rôle à jouer comme elle a souvent joué par le passé. Et j'espère que Emmanuel Macron continuera à le jouer. Je crois que dans le conflit, en tout cas, entre la Russie et l'Ukraine, en tant que président de l'Europe et en tant que président de la République, il a les démarches qui me paraissent les plus appropriées, qui ne sont pas faciles. Mais je crois qu'il fait le travail que d'autres auraient pu faire aussi à sa place, mais en tout cas, lui, il le fait. Alors enfin, pour conclure l'interview, que pouvons-nous vous souhaiter pour l'avenir ? De laisser le groupe Alpha et le Paris FC dans de bonnes mains quand mon temps sera venu de passer la main. C'est déjà en partie le cas dans le groupe Alpha, puisque j'ai laissé la direction générale à Estelle Sauva, qui a passé des années dans le groupe et qui a ensuite été haut commissaire à la transformation des compétences, et qui a pris la direction générale il y a 18 mois maintenant. Et moi, je me consacre à mon rôle de président. Et puis le moment viendra aussi au Paris FC de passer la main. Donc ce qu'on peut me souhaiter, c'est que je laisse, je pense que c'est le cas du groupe Alpha aujourd'hui, et que ça sera le cas du Paris FC demain, assurer la pérennité des structures qu'on a créées ou qu'on a contribué à créer, parce que le Paris FC vivait avant moi. Hein. Le groupe Alpha, je l'ai fondé, mais le Paris FC avait une histoire avant la mienne. Je dis toujours que
la plus grosse qualité d'un dirigeant, d'un patron, d'un fondateur, c'est de ne pas louper le passage de témoin qu'il a à faire à un moment ou à un autre. Parce que s'il loupe ce passage de témoin, le bilan, quel qu'il soit, même s'il est glorieux, même s'il est positif, on ne va pas parler de gloire en l'occurrence, il est vite effacé. Donc la transmission, c'est quelque chose d'essentiel, il faut la préparer. Et je l'ai préparé dans le groupe Alpha depuis des années. J'accompagne la prise de pouvoir d'Estelle et de son COMEX. Et dans le club, je ferai la même chose le moment venu. Alors, ça peut venir vite, ça peut venir un peu plus tard. L'échéance n'est pas encore fixée. Dans le groupe Alpha, j'ai fixé l'échéance. Dans le club, j'en suis pas encore tout à fait là. Mais ça, pour moi, c'est important. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est que les transmissions se passent bien et que la pérennité des deux structures, qui sont très différentes quand même l'une de l'autre, qui ont un point commun, c'est moi, elle soit assurée pour de longues années. Et ça serait ma plus grande satisfaction. Et ça veut dire que là aussi, il faut être capable de considérer que celui qui va vous succéder ne vous ressemble pas totalement. Il porte les mêmes valeurs, il porte les mêmes enjeux, les mêmes objectifs, mais il est lui ou elle et moi je suis moi. Voilà. Donc accepter la différence aussi et ne pas chercher un clone, parce qu'on ne le trouve jamais d'ailleurs. Et puis parce que c'est pas la vie, ça. La vie, c'est la diversité. Donc accepter le changement dans la continuité des valeurs et de la stratégie qu'on a menée pendant de longues années. C'est ça que j'aimerais faire pour laisser ma petite trace à la fois dans le groupe Alpha et dans le Paris FC, donc plus globalement dans la société, dans le sport. Je vous le souhaite, et je vous souhaite aussi l'accession en Ligue 1 prochainement. Ça serait non pas la fin de l'aventure, mais une belle étape dans l'aventure. C'est vrai. Et on le souhaite tous dans le club. Merci, cher monsieur Pierre Peracci, pour cette belle interview. Merci à vous.